Voilà, écoutez, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'être venus nombreux pour cette opportunité de célébrer voilà la fameuse journée de l'Europe, hein, cette date anniversaire du 9 mai 1950, hein, lorsque Robert Schuman a fait sa déclaration historique pour poser finalement les premiers jalons de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. On y reviendra. Je suis Michael Vincent, je serai votre hôte ce soir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis économiste et engagé sur la cause climatique. J'ai notamment eu le privilège d'écrire un livre bien nommé Le banquier et le citoyen, où je raconte les coulisses de la City de Londres et des crises financières, et j'en ai un prochain à paraître cet été sur la dette publique. Je propose également quelques podcasts engagés de vulgarisation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà. Et encore une fois, merci de nous avoir rejoints si nombreux sur Zoom. On salue également celles et ceux qui sont sur Twitch et sur Facebook Live. Je suis particulièrement heureux de vous présenter et d'apporter mon soutien indivisible et total à Charlotte Mainvielle, votre candidate ELV NUPES aux élections législatives en Europe du Nord, avec qui j'ai pu militer ces 10 dernières années, notamment quand je vivais encore à Londres, donc c'est un plaisir et un privilège d'être là ce soir. C'est aussi un honneur et un privilège d'accueillir Marie Toussaint, députée européenne, également engagée sur l'affaire du siècle, notre affaire à tous, qui a d'ailleurs également écrit un ouvrage à ce sujet, si ma mémoire est bonne, et qui fait un boulot formidable au Parlement européen. On ne le rappellera, à mon avis, jamais assez. Alors, comment ça va se passer? On est ensemble pour 1 heure, à peu près. Je vais conclure assez rapidement sur cette introduction. On aura donc 6 questions pour Charlotte et Marie, donc en mode ping-pong. Je vais poser une question à Charlotte, puis une question à Marie, pour voilà une bonne vingtaine de minutes. Des questions bien évidemment sur l'Europe, hein, qui est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Et puis la seconde partie de ce webinaire, donc pour une demi-heure, on sera ensemble. Vous avez la fonction sur sur Zoom du Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va sélectionner les questions et n'hésitez pas par ailleurs si vous avez des questions plus particulières pour Marie et le Parlement européen, ou plus particulièrement à Charlotte pour la candidature en Europe du Nord, n'hésitez pas à destiner vos questions à une personne, sinon on laissera voir un petit peu qui veut rebondir sur les remarques. Et donc ce soir, on est là pour parler de l'Europe, de parler aussi de ce que l'Europe représente pour nous, bien sûr. Il y a beaucoup d'enjeux. Je vais m'essayer du coup en 2 minutes rapidement à essuyer les plâtres et vous dire ce que l'Union européenne c'est pour moi, en tout cas ce qu'elle a d'importante pour nous, cette Union européenne imparfaite mais essentielle. L'écologie d'abord, évidemment, hein, le dérèglement climatique, l'exploitation du vivant et de la planète sont autant de défis internationaux qu'il est nécessaire de traiter au niveau européen, et l'Union européenne sur ces sujets, pour égrener comme ça quelques thèmes ou quelques mots-clés, c'est le Green Deal, hein, le fameux pacte vert, le programme Fit for 55 et la loi climat qui pousse dans cette direction-là, des programmes comme la PAC et notamment Farm to Fork qui essaye aussi d'un petit peu de promouvoir le bio, même si le diable est dans les détails. L'économie et le social, bien sûr, hein. L'Union européenne, c'est aussi la politique monétaire, la Banque centrale européenne qui a eu un rôle essentiel ces 10 dernières années, et la question justement du verdissement de cette politique monétaire qui sera essentielle. Les grands débats sur la facilité de relance et de résilience que en France on a peut-être plus résumé comme étant le plan de relance suite à la crise sanitaire du Covid. Les règles budgétaires aussi, hein, dont on sait qu'elle promeut quelque part une austérité qui peut nous empêcher à faire les investissements verts nécessaires et dont la réforme est à l'ordre du jour. L'Europe, c'est aussi la paix et l'idée d'aller de l'avant, de construire ensemble. Alors, ayant vécu à Londres et Charlotte aussi, on a été, par exemple, aussi un peu traumatisé par le Brexit et ce côté un petit peu marche arrière dans ce qui a pu s'y passer. La guerre aussi, hein, c'est la guerre qui est à nos portes avec la situation terrible en Ukraine et les bonnes questions qu'il faut se poser suite à ça aussi, comme la dépendance aux hydrocarbures, particulièrement russes, mais aux hydrocarbures en général. Et puis des aspects plus politiques, hein, plus politiques même un peu franco-françaises, puisque ces 5 derniers mois et encore jusque fin juin, la présidence du Conseil de l'Union européenne est gérée par la France. Et c'est aussi dans le détail qu'on se rend compte que cette opportunité-là, avec les campagnes, avec tout ça, va être peut-être un peu gâchée ou instrumentalisée.
On peut par exemple, dans les choses que l'Europe fait bien, se réjouir quelque part que la régulation financière et bancaire se font au niveau européen, tant les grandes banques et la finance sont internationales, et alors même que Macron instrumentalise la présidence française pour tenter de détricoter la réglementation prudentielle pour avantager les grosses banques françaises. Ça, on en parle peu, mais c'est pourtant des choses qui se passent au Conseil de l'Union européenne actuellement, et peut-être que Marie pourra d'ailleurs en témoigner. C'est aussi des questions d'institution et de gouvernance, l'unanimité ou la majorité qualifiée au Conseil, le poids respectif du Parlement européen par rapport au Conseil, les rapports de force permanents au sein de l'Union européenne avec l'attitude des frugaux, ou à l'Est avec la Hongrie ou la Pologne, qui sont aussi autant de sujets qui peuvent aussi déterminer la stratégie, notamment la stratégie de NUPES sur les questions européennes. Donc il faudra mettre tout ça en perspective. Voilà les quelques thèmes que j'ai égrenés afin de lancer le débat et aussi peut-être faire réfléchir nos auditeurs pour le Q&A, nos auditrices pour le Q&A. Mais sans plus attendre, Charlotte, je me tourne vers toi pour te poser la première question à mon tour. Voilà, nous fêtons donc aujourd'hui, comme chaque 9 mai, cette journée de l'Europe. Et donc, ma première question sera si tu peux nous dire ce que l'Europe représente pour toi et pourquoi finalement cette journée mérite d'être célébrée. Merci Mickaël et merci beaucoup pour cette introduction. Oui, je pense que clairement ça mérite d'être célébré. J'ai vu quelqu'un dire dans le groupe, dans le Q&A, que c'était un jour férié au Luxembourg, et je pense qu'en effet ça devrait être un jour férié. Et donc, comme tu disais, c'est la commémoration de la déclaration de Robert Schuman en 1950. Et donc, peut-être pour dire personnellement, moi, je me sens vraiment très européenne, et cette question de l'Europe m'importe beaucoup. J'ai de la famille en Irlande et j'y ai passé beaucoup de temps, et je suis venue étudier aussi à Londres pour faire mon master en relations internationales il y a maintenant 15 ans. Et c'est vrai que j'ai pu faire ça à un moment où le Royaume-Uni était dans l'Union européenne. On avait notamment des frais de scolarité, qui étaient plus élevés qu'en France, bien sûr, mais quand même des frais de scolarité pour les étudiants de l'Union européenne. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le domaine du développement international. J'ai commencé à travailler pour une ONG. Et j'avais un petit salaire à ce moment-là, mais j'ai pu commencer ma carrière en Angleterre. Et c'est vrai que maintenant, les Français qui arrivent, donc avec le Brexit, comme tu l'as mentionné, ils doivent avoir un certain niveau de salaire pour pouvoir avoir un visa. Ils doivent être sponsorisés par leur entreprise. Donc c'est une situation toute différente, et c'est vrai que ça n'aurait pas été possible pour moi à cette époque-là de commencer peut-être de faire mes études, et puis aussi de commencer à travailler au Royaume-Uni. Et donc je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent de partout dans le monde. J'ai vu certaines personnes un peu dans plein de pays. Mais il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui nous rejoignent du Royaume-Uni, et c'est vrai que ça a été très traumatisant pour beaucoup de nos concitoyens français et européens, ce Brexit, et on veut vraiment pas de ça pour la France. Nous, on veut vraiment un projet européen fort. Et donc, tu l'as rappelé, Mickaël, qu'est-ce que ça représente pour moi? La paix, la liberté de mouvement, tout ça est aussi un cadre essentiel pour plus de justice sociale, et aussi pour des avancées dans le domaine des droits humains, et aussi des droits environnementaux. Peut-être pour dire certaines choses qui me tiennent à cœur, la Cour de justice européenne, ça permet par exemple un droit de recours supplémentaire pour nos concitoyens qui sont victimes de discrimination, par exemple. Dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, l'Union européenne nous apporte certaines protections, et rien qu'au tout début, dans le traité de Rome de 1957, on parle de l'égalité femmes-hommes comme une valeur fondamentale de l'Union européenne. En 1975, l'Union européenne adopte sa première directive contre la discrimination salariale. Et plus récemment, en 2010, il y a aussi une directive sur le congé parental minimum. Bon, bien sûr, nous, on trouve que ça va pas assez loin et qu'il faut faire plus. J'étais en Suède juste la semaine dernière, et on a fait une conférence, une rencontre publique sur le thème d'égalité femmes-hommes. Et il y a beaucoup à apprendre et justement sur ces questions-là. Mais je pense que voilà, c'est aussi important de mettre en avant ça. Et puis pour finir aussi peut-être sur le domaine de l'écologie, tu t'en parlais, mais c'est vrai que dans le cadre du Green Deal européen, il y a notamment la loi européenne sur le climat, et donc qui fixe des objectifs contraignants
pour les pays membres de l'Union européenne et d'atteindre notamment la neutralité carbone d'ici 2050. Bon, 2050, ça peut paraître super loin, mais donc ça nécessite bien sûr d'avoir des baisses vraiment importantes dans le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi une étape intermédiaire qui est d'essayer d'arriver à la neutralité, pour essayer d'arriver à la neutralité climatique, qui est donc pour 2030, de s'engager à réduire d'au moins 55% nos émissions. Donc je pense que vraiment le cadre de l'Union européenne, c'est un cadre essentiel pour vraiment arriver à avoir de réelles avancées dans les domaines voilà, dont je viens de parler. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important pour moi. Merci Charlotte. Marie, merci d'être présente aussi ce soir. Je vais décliner un petit peu la question pour toi de manière un petit peu différente. Bon, Europe Écologie Les Verts, évidemment, est un parti ayant l'Europe chevillée au corps. C'est écrit dessus, comme dirait l'autre. En tant qu'élu au Parlement européen, bon, tu vis aussi l'Europe au jour le jour, en plein dedans. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ça compte et comment ça se manifeste au jour le jour ? Merci Mickaël. Merci aussi pour cette invitation à toi et Charlotte. Et la première chose que je veux dire, parce que c'est la journée de l'Europe, mais l'Europe, elle est composée à la fois des élus au Parlement européen, et du coup, j'y reviendrai et je répondrai à ta question, mais aussi, encore aujourd'hui, peut-être malheureusement encore un peu trop, par les États membres. Et en ce sens, c'est absolument indispensable que la France, qui est l'un des pays les plus puissants de l'Union. Et donc ça, je pense qu'il faut le rappeler, parce que quand Charlotte dit on ne veut pas d'un Frexit, un Frexit sera encore plus douloureux pour l'Union européenne qu'un Brexit, parce qu'on ne parle pas seulement de PIB, d'ailleurs peut-être qu'on y reviendra également, du rôle et du poids du PIB dans la politique qui est menée, mais on parle aussi d'un des pays membres fondateurs de l'Union, et on parle beaucoup du couple franco-allemand, qui était central, notamment pour des questions de guerre et de paix au moment en 1950, le 9 mai 1950, mais qui le reste et qui reste un moteur de l'Union européenne. Donc on a vraiment besoin d'une majorité différente pour la France et d'une majorité qui soit populaire, écologique et sociale, puisque tels sont les termes. Et donc, on a absolument besoin que Charlotte Mainville aille à l'Assemblée. Mais là, comme je m'adresse en plus aux Françaises et aux Français hors de France, vous avez un double travail, parce qu'il faut mobiliser vos camarades qui sont établis hors de France, et en l'occurrence en Europe du Nord, mais il faut aussi penser à appeler vos copains, vos copines, vos familles qui sont dans le territoire hexagonal pour qu'ils aillent voter aussi. Voilà, donc vous avez cette double entrée, et c'est absolument nécessaire, et chaque voix compte. Alors, le fait de donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale, à la NUP, ok, on ne va pas se cacher les choses, c'est difficile, c'est très difficile. Le plus probable, c'est qu'on arrive à mettre en difficulté Emmanuel Macron dans sa propre Assemblée. Ce serait déjà une belle victoire que de faire en sorte qu'il ne puisse plus prendre de décision tout seul avec une majorité godillot à l'Assemblée, mais qui soit obligé de composer avec les autres forces politiques. Ce serait en quelque sorte une irruption de la 6e République parlementaire qu'on recherche dans la 5e. Mais si on arrive à avoir une vraie majorité populaire, écologique et sociale, et donc avec Charlotte à l'intérieur le 19 juin prochain, on sera vraiment en capacité de peser sur le cours de l'Europe et d'orienter les décisions qui sont prises. Donc, Mickaël, tu as cité une pléiade de législations et de projets européens aujourd'hui en cours de discussion, un peu trop. Je dois dire, ce ne sera pas possible ni pour Charlotte ni pour moi de répondre à chacun des sujets que tu as posés sur la table. Mais effectivement, étant donné que je m'occupe plus particulièrement des enjeux climatiques, environnementaux liés aux limites planétaires et à la justice environnementale au sein du Parlement européen, je veux donner un seul exemple. Aujourd'hui, la France d'Emmanuel Macron, je pourrais en donner plein en fait, j'ai envie d'en donner plein, mais la France d'Emmanuel Macron ne se bat pas seulement pour détricoter les règles prudentielles bancaires, et on sait à quel point c'est important, mais se bat également pour que la directive sur les énergies renouvelables, qui est en cours de discussion, dispose d'objectifs qui ne soient pas contraignants, mais seulement indicatifs. Donc, on est dans une France qui promeut l'énergie nucléaire. J'ai vu qu'il y avait une question-réponse qui demande à ce que le gaz soit désigné, estampillé comme une énergie verte, mais qui, en plus de ça, quand on en vient aux renouvelables, demande à ce que la trajectoire renouvelable et les trajectoires sectorielles soient
indicative et non pas contraignante. Et en ce sens, on a bien vu cette année justement que la France était le seul pays de toute l'Union à ne pas respecter ses objectifs en termes de déploiement des énergies renouvelables. Donc pour le climat, comme pour l'Europe et le respect de l'état de droit dont on parle beaucoup, on oublie beaucoup de dire qu'Emmanuel Macron a été condamné à plusieurs reprises par la CJUE et par la CEDH pour des violations des législations environnementales ou relatives aux droits humains. Voilà, ça faut le dire aussi. Il y a un désobéissant aujourd'hui qui est à la tête de la France. Et c'est ça la réalité, sauf que là où il désobéit, c'est pas sur les sujets sur lesquels on serait les plus ouverts à la désobéissance, non, sur des sujets fondamentaux et vitaux. Et donc l'Europe au jour le jour, c'est ça, c'est la bataille pour un modèle plus écologiste, plus progressiste, plus social, qui défende ardemment jusqu'au bout les droits des femmes au sein de l'Union européenne et ceux des autres évidemment. Mais sur les droits des femmes, on a quand même une actualité un peu cuisante, et puis qui se battent aussi pour mobiliser les États membres pour qu'ils aillent dans le sens d'un mieux-disant, d'un plus-disant climatique, environnemental, parce que c'est vital, mais aussi social et aussi en matière de droits et de libertés fondamentales. Merci Marie, et on aura, rassure-toi, d'autres instants un peu plus tard pour continuer à égrener un petit peu ces sujets, mais c'est vrai que l'histoire peut aussi être un peu sévère quand on voit aussi la promotion du nucléaire et du gaz dans la taxonomie, et notamment du gaz naturel, pour quelques mois plus tard se reposer ces questions-là vis-à-vis de la Russie, de l'attitude de l'Ukraine. Donc effectivement, beaucoup de choses à mettre en perspective. Tu l'as mentionné également, je me retourne vers Charlotte Maviel, que l'actualité, Charlotte, c'est aussi le fait que tu sois depuis une semaine maintenant officiellement la candidate NUPES. Oui, on dit quoi? Alors, moi j'aime bien dire NUPES, comme ça le E de écologie il est explicite. Voilà, NUPES, mais okay. C'est un point de vue personnel. Moi, en attendant, NUPES, mais bon, on va voir. Peux-tu du coup nous donner déjà tes impressions sur cet accord historique, toi qui as comme beaucoup aussi évidemment des valeurs profondément pro-européennes, qu'est-ce que finalement cet accord NUPES ou la nouvelle Union populaire écologique et sociale, disons-le correctement, représente pour toi? Oui, j'ai vu d'ailleurs, on s'est croisés avec Marie à cette belle convention d'investiture samedi où je suis allée, et je suis très, très heureuse de cette alliance. Je trouve que c'était vraiment inspirant de voir toute de se voir cette gauche réunie, et vraiment de pouvoir sur la scène avoir des intervenants qui nous ont parlé de sujets comme l'investissement dans les services publics, la lutte contre les discriminations, et de voir les leaders de tous nos partis réunis et s'exprimer ensemble pour essayer de faire entrer plus de députés de gauche à l'Assemblée. Donc voilà, je suis très heureuse de cet accord qui à mon avis, est vraiment historique, et je pense que cette union, ça nous donne de la force. Et oui, donc je pense, comme le disait Marie, je crois que c'est important vraiment qu'on arrive à apporter, en effet, une majorité. Ça va peut-être être difficile, mais en tout cas, vraiment d'avoir le plus de députés de gauche possible, et d'apporter vraiment un contre-pouvoir, et réussir vraiment à avoir un groupe écologiste, notamment à l'Assemblée nationale, pour que la justice sociale et l'écologie soient vraiment sur le devant de la scène. Et peut-être pour parler aussi du volet européen de cet accord. Donc, je pense que c'est important de dire que dans cette alliance, les partis conservent leur pluralité. C'est ce que je trouve qui est fondamental, et on se réunit bien sûr ensemble, mais on garde aussi nos individualités. Et nous, c'est vrai que on disait que Europe Écologie Les Verts, l'Europe, c'est vraiment dans notre nom, dans notre ADN, et on est fondamentalement européen et fédéraliste. Donc, je pense que c'était essentiel pour OLV notamment, mais je pense pour le PS aussi, enfin pour tous quand même, d'être sur une position qui fragiliserait pas l'Europe. Et donc, dans cet accord, il est dit clairement qu'on s'engage à respecter l'état de droit et les traités européens. Et ça, c'était fondamental pour nous. Il n'y a pas de pas qui va vers une Europe à la carte ou le non-respect des traités, comme
Bon, le font notamment, on sait, la Pologne sur ce qui est des droits des personnes LGBT, par exemple. Donc, ce qui est possible, c'est l'adaptation démocratique dans certains cas précis. Donc, par exemple, voilà, le déficit, comme le fait le gouvernement français actuellement, mais aussi un cas, par exemple, de la fixation des prix de l'énergie, donc comme ça se fait en Espagne ou Portugal, où la Commission européenne a autorisé ces deux États membres, par exemple, à plafonner les tarifs pendant un an. Mais donc, voilà, pas de violation des traités. Et je pense que peut-être, pour finir sur ce point-là, je pense que dans cette alliance, on est vraiment tous d'accord sur le fait qu'on veut une Europe qui soit encore plus écologiste et encore plus solidaire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment positif. Merci Charlotte. Marie, tu vas voir que je ne suis pas mauvais joueur puisque je vais te laisser tout de suite l'occasion peut-être d'égrener d'autres points positifs de l'action parlementaire, notamment au Parlement européen, et le bilan finalement des écolos et de ELV en particulier sur le volet européen. Qu'est-ce qui viendrait comme ça tout de suite on top of your head sur les principales avancées que cette mandature, que ELV a pu avoir cette mandature justement? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. D'abord, je veux dire, le travail politique, c'est quand même un travail de long terme. Ce que ça veut dire, c'est que quand Charlotte arrivera à l'Assemblée le 20 juin prochain, elle plantera des graines qui deviendront peut-être des lois dans le quinquennat, surtout si on a une majorité, sinon ça va être plus difficile. Mais de toute façon, il faut planter des graines qui mettent un peu de temps à pousser parfois. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la législation sur le plastique, qui a commencé à être mise en œuvre, et donc que d'ailleurs on est en train de poursuivre au niveau européen, et vous savez qu'on a dépassé la 5e, puis la 6e, en tout cas la 5e limite planétaire dans les mois qui viennent de s'écouler, et c'est de la pollution aux nanoparticules, notamment aux microplastiques. Eh bien, cette bataille contre tous les plastiques issus des énergies fossiles se poursuit, et c'est une vraie victoire des écologistes. De la même manière que nous travaillons aujourd'hui sur la fin de la déforestation importée. C'est un sujet que je suis particulièrement au sein du Parlement européen, et qui est une vraie requête des écologistes depuis longtemps, de dire que plus aucun produit qui arrive sur le marché européen ne doit être issu de la déforestation ailleurs dans le monde. On pense évidemment à l'Amazonie avec des chiffres terrifiants qui nous viennent encore cette année du Brésil de Bolsonaro, mais on peut penser aussi au bassin du Congo ou à l'Indonésie. Et cette bataille pour faire en sorte que notre économie ne contribue pas à la destruction de la nature, eh bien, c'est une bataille menée par les écologistes. On mène aussi des combats dans d'autres domaines, quand même. Et par exemple, le règlement général de la protection des données, c'est notamment quand on va sur Internet, voilà, mais c'est une grande victoire des écologistes qui est de plus en plus importante, surtout quand on voit à quel point les multimilliardaires sont en train de mettre la main sur toutes nos données personnelles, et d'ailleurs de dessiner à leur guise quels sont les contours de la liberté d'expression. Et puis, évidemment, les droits des femmes, les droits de LGBTQI dont a parlé Charlotte tout à l'heure, qui restent l'un des chevaux de bataille principaux des écologistes au sein comme à l'extérieur du Parlement européen. Donc, tout ça, ce sont des victoires écologistes. Et le fait d'avoir aussi des écologistes dans des majorités dans les États membres, c'est absolument indispensable. Et on peut évidemment aller plus loin sur la sortie des énergies fossiles, contrecarrer un peu mieux Macron et ses projets d'imposer le nucléaire à l'Union et au monde entier, qu'on a des élus dans les parlements nationaux, dans les gouvernements nationaux, avec un ancien parlementaire européen, par exemple, qui est l'un des ministres les plus actifs dans la transition énergétique aujourd'hui au Conseil de l'Union européenne, comme Claude Turmes au Luxembourg. Voilà, ces élus-là, on en a besoin aussi, et on sait que l'Union, c'est une addition, c'est le suffrage universel direct et le Parlement européen, dont on aimerait qu'il ait plus de poids à l'avenir. C'est aussi ses États membres et c'est sa société civile mobilisée. Et donc là, on a, comme en France d'ailleurs, aussi besoin que les associations, que les syndicats, que les lanceurs et lanceuses d'alerte se mobilisent forcément et poussent sur la politique européenne, parce qu'en face, les patrons sont très très bien organisés, et je vous assure que quand ils nous envoient des documents, que ce soit sur le marché carbone européen, sur la déforestation importée, sur le devoir de vigilance des entreprises, sur les règles prudentielles bancaires, ça ne va pas du tout dans le sens pour lequel nous, on se bat.
Absolument. Merci Marie. Là, on a égrené du coup un petit peu plus ce qui se passe, qui est à l'agenda et au crédit d'ailleurs des parlementaires ELV au sein du Parlement européen. Mais je me retourne un peu plus proche de l'Assemblée nationale vers Charlotte pour savoir un petit peu quelles sont les propositions de ELV cette fois-ci pour l'Europe, mais plutôt à l'échelle nationale. Oui, bien sûr, et je pense qu'on se rejoint avec beaucoup des partis de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle union. Je pense que vraiment, enfin, pour nous, l'Europe, c'est pas qu'un idéal, mais c'est vraiment une nécessité. Et une échelle d'action nécessaire pour surmonter tous les défis dont on a parlé, les défis sociaux, les défis environnementaux. Et donc, on veut que la France soit motrice pour donner à l'Union européenne cette vraie capacité d'agir pour faire face à ces défis. Et en effet, Marie l'a dit, c'est un des pays principaux pour pouvoir peser dans tout ça. Donc déjà, peut-être pour dire certaines pistes qui nous tiennent à cœur. Euh, Sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est vrai que on pense qu'il y a malheureusement trop de décisions qui, en matière fiscale ou de politique étrangère ou de politique sociale qui sont parfois bloquées par la nécessité d'obtenir l'unanimité des États membres. Et donc, on aimerait proposer de faire passer certaines décisions de l'unanimité à la majorité qualifiée pour essayer d'agir davantage dans ces domaines. Ensuite, sur le volet de la taxation, on aimerait qu'il y ait une harmonisation au niveau de l'Union européenne et d'essayer d'élever le taux minimum de taxation des bénéfices des multinationales dans toute l'Union européenne à 25% pour que voilà, il y ait une vraie action collective dans ce domaine-là. Et on veut aussi faire en sorte de lutter contre la pauvreté et que ce soit vraiment une priorité de l'Union européenne. Et donc ça passe notamment par défendre une directive ambitieuse sur les salaires minimums. Bon, alors bien sûr, il y a des niveaux de vie différents dans différents pays européens, etc. Mais ça fait partie de nos propositions nationales d'essayer de pousser pour un salaire minimum un SMIC à 1 400 € par mois net, pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui sortent de cette grande précarité quand tu travailles. Et donc, on aimerait qu'il y ait des mesures en ce sens au niveau européen. Et ensuite, dans le domaine de la santé, bon, la pandémie, la crise du Covid, mais elle a vraiment pas de frontières. On a tous vécu ça. Ça a été très difficile. Et je pense que ceux d'entre nous qui sont dans des pays, bon, moi j'étais bien sûr au Royaume-Uni et c'est vrai que on a la chance d'avoir notre NHS, notre National Health System, et en France aussi, on a aussi un très très bon système de santé. Et donc, on aimerait bien qu'au niveau de l'Union européenne, on puisse encourager et aider les États membres à garantir un accès universel aux services de santé. Je pense que c'est vraiment important. Et donc ensuite, peut-être plus dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture, on aimerait vraiment organiser la sortie des pesticides à l'horizon de 2030-2035. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui a été encouragé par le gouvernement d'Emmanuel Macron. On sait qu'il a réintroduit les néonicotinoïdes et le glyphosate. Et vraiment, nous, on veut absolument sortir de ça et encourager l'Union européenne à guider les pays dans cette direction. Ensuite, on veut aussi qu'il y ait une part plus ambitieuse du budget de l'Union européenne qui soit dédiée au climat. Et on veut aussi que le reste du budget, qui n'est pas forcément dédié au climat, mais qu'il respecte le principe de ne pas nuire à l'environnement. Et enfin, on aimerait qu'il y ait un traité environnemental européen qui voit le jour et qui permette de donner une valeur juridique à la protection de l'environnement, de la santé et de la biodiversité, dans le respect des limites planétaires que Marie évoquait tout à l'heure. Merci Charlotte, c'est très clair et j'espère que comme moi ça vous fait très envie. Marie, un dernier peut-être détour par Bruxelles et Strasbourg. Je précise Strasbourg pour ne choquer aucun Français bien sûr.
On a mentionné notamment la présidence française du Conseil de l'Union européenne, mais vous avez aussi un agenda parlementaire au Parlement européen. Quels sont les gros enjeux importants là, des semaines à venir? Est-ce qu'ils sont plutôt drivés du coup par la présidence française? Vous avez des choses aussi au Parlement européen qui vont venir? Ou j'ai évoqué tout à l'heure un peu en vrac la fin de la dépendance des hydrocarbures russes. On sait que c'est quand même un gros sujet. La réforme de la règle d'or aussi, qui est aussi à l'agenda, peut-être un peu plus pour septembre, si je comprends bien, que pour tout de suite. Mais quels sont un petit peu les gros dossiers sur lesquels toi, peut-être plus personnellement, tu bosses, ou sur lesquels tu penses qu'il va y avoir un enjeu important là sur les semaines à venir? Alors, je voulais répondre aussi à la même question que Charlotte, mais du coup, je vais faire les deux d'un coup. Bah vas-y, carrément. parce que les enjeux sont liés. Non, je dirais deux, allez, trois. Parce que c'est important. Trois grands enjeux. Le premier, ce fameux Green Deal, on est au moment de vérité. Voilà, nous, au Parlement européen, on a été élus il y a 3 ans. On a dépassé la moitié de notre mandat. Et quant à la Commission, elle a été élue en novembre, il y a 2 ans et demi. Donc, elle est à la moitié de son mandat. Ça veut dire que quand elle nous a proposé son Green Deal, voilà, elle a commencé à travailler les textes qui sont aujourd'hui sur la table. Alors, la présidence française voulait mener à bien, et je doute qu'on y arrive vu l'état d'avancement des dossiers, tout le paquet climat-énergie d'ici le 30 juin, quand elle passera la main. Mais il y a un autre volet qui est celui du vivant et de la biodiversité, que les conservateurs ne cessent de demander à reporter. Donc aujourd'hui, toutes les législations relatives aux pesticides, dont parlait Charlotte tout à l'heure, relatives à la protection de la biodiversité, ou même relatives à la responsabilité environnementale, notamment celle des entreprises. Et chers spectateurs et spectatrices, n'hésitez pas à aller sur mon site marietoussaint.eu où il y a une pétition pour la reconnaissance de l'écocide. On a vraiment besoin du soutien de chacune et de chacun. Eh bien, tous ces sujets-là sont pour l'instant reportés. Et donc, voilà, la présidence française peut peut-être pousser pour les remettre sur la table, mais pour l'instant, ce sont les conservateurs et les libéraux qui l'emportent et qui se battent contre ces législations-là. J'en reviens à la question du paquet climat-énergie dont que la France voulait finaliser et porter au bout. Je vous ai déjà dit la difficulté qu'on a avec la présidence française sur la question des renouvelables. Ce n'est pas la seule difficulté qu'on a d'ailleurs avec la présidence française, mais au-delà de ça, on a un vrai push gazier aujourd'hui en Europe, qu'on sentait déjà avant la crise Covid et avant la terrible guerre menée par Poutine à l'Ukraine, mais qui a repris alors du plomb dans l'aile, c'est pas forcément, c'est l'inverse justement, qui a enlevé le plomb de son aile, le plomb de la transition de l'aile de son déploiement. Et on voit aujourd'hui les États membres développer de nouvelles infrastructures gazières, réclamer à la Commission, qui se plie d'ailleurs à leur demande, des achats groupés de gaz sur du long terme, établir des obligations de remplissage du stockage de gaz sur du long terme, et la Commission qui s'y refusait jusqu'à maintenant, mais qui est même en train de céder sur le fait de dire ok, on va refinancer avec de l'argent européen des infrastructures gazières, supposément hydrogène ready, et toutes ces appellations qui consistent en réalité qu'en du greenwashing, mais on est en train de remettre de l'argent public dans la machine de la destruction de la planète alors qu'on est dans le cadre du Green Deal. Donc ça, c'est l'un des enjeux, je vais dire, numéro 1. Le deuxième, c'est le socle des droits sociaux. Charlotte, on a un petit peu parlé, notamment sur la question du salaire minimum. Effectivement, on a un moment où ça pourrait aboutir, donc il faut pousser. Mais il y a aussi un enjeu très, très fort sur la question des travailleurs des plateformes. Et on a eu en France une décision très récente sur Deliveroo. Bravo aux syndicalistes qui ont porté cette plainte ainsi qu'à leurs avocats. Mais on a besoin que les droits de ces travailleurs et de ces travailleuses soient protégés au niveau européen. Et donc, il y a aussi une discussion en cours. Donc, ce socle social, sa déclinaison concrète, deuxième enjeu. Et puis, le troisième, ce qui me permet aussi de me raccrocher à la réponse à la question que tu avais posée à Charlotte, mais aussi de répondre à la question de la réaction au discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Strasbourg, c'est la question du futur de l'Europe. Et la question du futur de l'Europe, elle se pose à plusieurs égards. Évidemment, on a besoin d'une refonte européenne. Évidemment, la question de jusqu'où s'étend l'Union européenne et de quel partenariat on peut établir avec les pays qui sont à notre frontière, mais qui n'ont pas vocation, en tout cas pas tout de suite, à rentrer dans l'Union européenne. On pense évidemment à l'Ukraine. Toutes ces questions-là se posent. Le Parlement européen a voté la semaine dernière à la majorité, alors courte majorité, mais une majorité quand même, pour la refonte des traités.
mais dire qu'on refonde les traités, notamment pour y impulser un peu plus de démocratie européenne, avec par exemple des listes transnationales et d'autres fontes, c'est une chose. De dire qu'on veut refonder complètement l'Union européenne autour d'autres idéaux, et notamment autour de ce traité environnemental qui est un peu la concrétisation de la théorie du donut portée par Kate Raworth, c'est-à-dire qu'on a un plafond environnemental et un plancher social, et que l'ensemble des législations et des projets de l'Union européenne doivent tenir dans ce cadre. Ça, c'est une autre question. Et ce traité environnemental que j'ai porté fortement pendant les européennes de 2019, il doit demain, le 20 juin, être mis sur la table par Charlotte et les autres élus de la NUP qui auront une majorité politique à l'Assemblée. C'est essentiel. Et si la France pose une telle proposition sur la table, évidemment, ça peut changer la donne. Et puis, la refonte des traités, c'est aussi le fédéralisme, ces États-Unis d'Europe dont on parle régulièrement chez les écologistes et dans tous les mouvements pro-européens, mais qui doit être mis sur la table et qui permettrait finalement une forme de réponse à cette question de la désobéissance qui est arrivée dans cet accord électoral. Et je rappelle juste au passage quand même que pour les écologistes, l'appréhension de la question de la désobéissance, c'est celle d'Henri David Thoreau, c'est celle de la résistance à toutes les lois qui sont injustes. Et pour les écologistes, il est essentiel de mettre en place des règles qui ne bafouent les droits de personne sur le territoire européen. Et donc, dans ce cadre-là, l'objectif de dépasser la croissance, de dépasser le PIB et l'indicateur de la croissance potentielle, ça compte aussi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les traités. Et puis, il y a les pactes, notamment le pacte de stabilité budgétaire qu'on a adopté, les two-pack, six-pack, etc., tout ce qui forme et ce qui fonde la gouvernance macroéconomique de l'Union européenne. Celle-là aussi, il faut la refonder, et il faut la refonder a fortiori maintenant. Pourquoi? Parce que du fait de la crise Covid, tous les dogmes ont volé en éclats, mais tous les pactes aussi ont été suspendus. Et donc, on est en ce moment dans un espèce de no man's land. On est en dehors de toutes les règles qui étaient supposées régir le fonctionnement de l'Europe. Et donc, c'est maintenant qu'on peut dire que non, on ne souhaite pas le retour à des politiques d'austérité, ni fondées sur la croissance du PIB, mais que oui, on souhaite un retour à des politiques de convergence, que ce soit des convergences économiques, sociales et environnementales, et qui permettent la mise en place de politiques de bien-être. Bien, mais je ne peux que remercier chaleureusement Marie d'avoir mentionné le donut et le six-pack et le two-pack. On je n'ai pas à le faire. Du donut, ouais. Mais merci en tout cas. Tu as aussi mentionné par ailleurs le mix énergétique un petit peu plus tôt dans ton intervention. Donc j'en profite pour ouvrir la session Q&A, questions-réponses, avec cette première question où on nous demande, voilà, donc le parti politique ELV est-il pour ou contre l'énergie nucléaire dans ce mix? Peut-être Charlotte, tu voulais répondre? Ouais. Oui, bien sûr. Je veux dire, je crois que je l'ai un petit peu mentionné, mais oui, on est contre un nouvel investissement dans le nucléaire. Et je pense que c'est ça qui est important de dire, c'est que bien sûr, on veut que ce soit progressif d'ici 15, 20, 25 ans, enfin le temps que ça prendra d'avoir un meilleur mix énergétique pour la France. Donc, bien sûr, on utilise l'énergie nucléaire existante et on veut que cette sortie, elle soit progressive. Mais je pense que ce qui est vraiment important de dire, c'est que, bon, bien sûr, il y a les déchets dont on ne sait pas quoi faire, il y a le fait que c'est une source d'énergie risquée, etc. Mais voilà, le nucléaire, c'est aussi une énergie donc plus risquée, mais aussi plus coûteuse que les énergies renouvelables. Et ça, c'est essentiel de le dire. On voit que la centrale de Flamanville devait coûter 3 milliards d'euros. On est à 19 milliards. Elle fonctionne même pas encore vraiment. Donc, je pense que c'est important de dire qu'en fait, c'est un investissement l'énergie éolienne, l'énergie solaire sont vraiment des énergies qui sont moins chères que l'énergie nucléaire, même en prenant en compte le coût de l'intermittence. Et on a bien vu que c'est essentiel, surtout dans une situation, on a parlé de la guerre en Ukraine et d'avoir cette indépendance énergétique. Et on pense qu'il faut vraiment mieux dépendre du vent, du soleil, de l'eau, plutôt que d'énergie fossile, mais aussi d'énergie nucléaire. Donc oui, voilà, ce sera une sortie pour nous, bien sûr, progressive. Bien sûr, on sait que le mix, pour le moment, est ce qu'il est, mais l'investissement dans les énergies renouvelables doit se faire massivement. Et d'ailleurs, la France est le seul pays européen qui n'a pas respecté ses propres engagements en termes d'investissement dans les énergies renouvelables.
Merci Charlotte. Je profite que tu aies la parole peut-être pour te poser une question un peu plus terre à terre, mais directement liée à ta campagne, directement liée à ta circo. Pour votre candidature aux législatives, avez-vous à votre programme la dématérialisation des démarches administratives? Effectivement, Bien sûr. notre intervenant voilà, expliquait que effectivement, vivant un peu loin, il a dû prendre l'avion pour aller faire une démarche administrative, que c'est une aberration. Mais je pense que pour deux raisons, bien sûr. Donc, tu viens de mentionner l'avion, et c'est vrai que pour des raisons environnementales, évidemment, enfin, c'est très important cette dématérialisation pour pouvoir voilà, limiter les transports, etc. Mais vraiment aussi pour que les Français puissent exercer leurs droits et pouvoir avoir accès, bon, bien sûr, à leurs formalités administratives, etc. Mais j'étais en Scandinavie donc la semaine dernière, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé, le fait que qu'on puisse pas faire de procuration en ligne, par exemple, le délai d'attente pour les renouvellements des passeports, etc. Et là, on va avoir pour ces élections législatives le vote par Internet sur notre circonscription. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir faciliter en partie le vote de nos concitoyens. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose avec voilà tous les partis de gauche de cette alliance. C'est quelque chose qu'on pousse collectivement, et notamment à l'Assemblée des Français de l'étranger aussi. Notre groupe écologiste et solidaire est en faveur de ça. C'est super important. Merci Charlotte. Je vois une question aussi d'actu qui nous dit voilà. Jean Coficy, le fameux, signe une tribune demandant aux politiques de se former à l'écologie, qui pose aussi la question, voilà, quel est le niveau scientifique de nos candidats élevés et que font-ils pour se former? Je permettrai peut-être juste de glisser une petite référence pour notre ami David Cormand, qui a fait d'ailleurs une réponse aussi à cette tribune, réponse, ouais. qui, moi, à mon sens, est une réponse aussi pertinente. Bon, la question du niveau scientifique, elle se pose, et l'enseignement et la vulgarisation de ces sujets, pardon, enfin le fait de s'y mettre et d'avoir des connaissances sur le sujet, mais c'est aussi avant tout une question politique, et il ne faut pas la dépolitiser. Voilà. Et when there's a will, there's a way. Exactement. Mais peut-être plus directement pour répondre un petit peu à la question peut-être du... Je vais le dire autrement, mais peut-être du procès en incompétence qui est peut-être un petit peu souligné par ça. Qu'est-ce que vous pourrez répondre là-dessus? Moi, je suis pas comme, enfin, je répondrai à ce que tu as dit, Mickaël. Je pense qu'en effet, bon, je crois que c'est très important d'intégrer des experts et de s'assurer que les politiques soient en contact avec des experts et voilà, qui participent notamment au rapport du GIEC, etc. Après, je pense que c'est, comme tu le dis, c'est pas une question non, sincèrement de connaissances scientifiques, c'est une question de volonté politique. On voit qu'il y a plein de jeunes, Greta Thunberg et plein de très jeunes qui se mobilisent sur cette question, voilà, qui sont pas forcément dans le monde académique, mais qui ont pris conscience et compris cette urgence climatique. Donc, je pense que c'est vraiment une question de volonté et de courage d'agir dans ce domaine. Et je pense que voilà, quand on regarde le rapport du GIEC, on voit que ça nous dit qu'on a 3 ans pour agir, et c'est assez simple et compréhensible, et que c'est l'action qu'il nous faut. Une question aussi peut-être pour Marie, pour te donner un petit peu la parole aussi. Tu as évoqué le donut, les plafonds et les planchers, et le fait de ne pas forcément tomber dans le tout PIB. Une question qui nous est posée de savoir si on est favorable à la sobriété, justement pour limiter une croissance qui provoque des nuisances écologiques, et c'est effectivement pas peu de le dire. La réponse est oui, mon capitaine. Non, évidemment, la sobriété, je parlais de post-croissance tout à l'heure, c'est des termes qui vont un petit peu ensemble. C'est-à-dire comment est-ce qu'on envisage une autre société que celle qui repose sur la volonté d'une croissance infinie. Alors, c'est pas seulement une marotte des écologistes, et je tiens à le dire parce que comme on est dans la NUP maintenant, on travaille ensemble de manière coordonnée, je peux me permettre de citer François Ruffin, qui, lui, parle de décroissance depuis très longtemps en disant aux ouvrières, aux ouvriers, aux employés, aux salariés, on vous a toujours dit qu'en allant chercher la croissance, on allait créer ou préserver votre emploi. Dans la réalité, on a malgré tout perdu des emplois, et notamment les emplois les moins qualifiés. Donc voilà, c'est pas seulement une marotte des écologistes, c'est juste de chercher un autre modèle de développement. Et en l'occurrence, cette sobriété,
elle est absolument indispensable. Et c'est vrai que c'est le parent pauvre des politiques. Alors le problème, c'est quand on a un Emmanuel Macron qui est le maître des mots, il prend toujours les mots, il les vide complètement de leur sens. Alors il a pris le mot écocide, il l'a mis dans la loi en le vidant complètement de son sens. Il a pris le mot sobriété, le plan résilience, tout en continuant à distribuer des millions et des millions à des multinationales qui ne rendent pas l'argent, hein, puisqu'ils le distribuent dans des bénéfices et des dividendes plutôt que de les rendre à la société ou à leurs salariés. Voilà, ça c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. Et bon, cette sobriété, il faut vraiment la mettre en œuvre dans un sens qui est celui de la réduction de notre empreinte sur les ressources. Voilà, point barre. Et on a énormément de choses à faire. Alors, c'est un mot difficile, mais globalement, quand on dit qu'on veut sortir du gaz, du pétrole, du charbon russe, l'une des possibilités, c'est d'aller voir l'industrie européenne et de lui dire, voilà, aujourd'hui, vous consommez beaucoup de gaz, mais on sait que 64% du gaz que vous utilisez, ça pourrait être remplacé dans les 6 à 9 mois par des pompes à chaleur, par des solutions alternatives qui aillent prendre de l'énergie par les renouvelables ou simplement par des réductions énergétiques. Et on voit bien à quel point la sobriété, dans ce cas, est un instrument pour la paix, un instrument pour l'indépendance et qu'elle est absolument essentiel de la développer. Et quand je vous dis on peut vraiment avoir une société de sobriété, c'est pas seulement de demander aux gens et aux gens qui le peuvent, notamment de baisser le chauffage chez eux. On sait qu'il y a malheureusement des millions de personnes qui ne peuvent pas bien se chauffer. Donc, c'est certainement pas à eux qu'on va demander des efforts. Mais la sobriété, ça peut aussi être de fermer la lumière plutôt dans votre ville, dans les espaces publics. Ça peut être évidemment d'éteindre encore plus, quelque chose qui devrait déjà être fait, hein, mais les lumières des magasins le soir, quand il n'y a plus personne, quand le magasin est fermé. Ça peut être des tas de choses, de mieux remplir les trains, de mieux remplir les avions. C'est tout ça, ça peut être vraiment dégagé par une action collective. Et on sait que si c'est important de chacun faire chez soi ce qu'on peut faire, parce que toute chose est bonne à prendre pour préserver la planète, la sobriété, c'est aussi une question de politique publique, de décision, de choix collectifs. Et ce sont précisément à ces choix collectifs que se refuse en grande partie la majorité d'Emmanuel Macron. Merci Marie, je crois qu'il est effectivement essentiel de sortir des caricatures sur le terme de sobriété. Et la sobriété, c'est quelque chose de très positif. C'est finalement la prospérité et c'est beaucoup de bien-être qu'il y a derrière et de remise de l'humain au centre des questions. Là et par ailleurs, parce que je voyais qu'il y avait une question sur les prix de l'énergie et les éventuelles dérogations. Bon, c'est un tout autre sujet. Mais sur les prix de l'énergie, la sobriété, c'est la meilleure manière de baisser de manière durable et drastique les prix de l'énergie. Donc absolument. Ça, il faut le rappeler aussi. Tout à fait. Puisqu'on parle justement des énergies renouvelables et justement la baisse aussi des prix et de la baisse de la consommation, je crois avoir vu passer une question sur les éoliennes. Les éoliennes dans les champs sont terribles. Pouvez-vous confirmer que les éoliennes seront exclusivement en mer ? Charlotte, tu voulais prendre cette question ? Écoute, je pense que oui. Enfin, je crois que évidemment, c'est vrai que les éoliennes offshore nuisent moins entre guillemets au paysage, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un mix aussi avec des éoliennes terrestres et je pense que après il faut que ça se fasse bien sûr dans une situation où on est en consultation avec les autorités locales. Ça s'est beaucoup fait en Écosse de façon vraiment avec succès et c'est vrai que je pense que quand on pense aux autres types d'énergie, je pense que voilà, avoir une centrale nucléaire juste à côté, c'est peut-être pas forcément super non plus. Et en fait, je pense que finalement les gens sont assez prêts. C'est intéressant parce que Boris Johnson a annoncé au mois d'avril sa nouvelle politique énergétique et notamment avec cette situation de la crise en Ukraine et donc il a parlé d'investissement dans les énergies renouvelables et aussi dans le nucléaire, mais pour les éoliennes seulement offshore. Et c'est vrai qu'il a été poussé par pas mal de députés conservateurs de sa majorité qui ont demandé des millions d'euros, qui ont dit non, on veut pas de ça. Mais en fait, il y a un sondage qui a été fait qui montre que les 2/3 des Britanniques, même dans les milieux ruraux, sont favorables aux énergies éoliennes. Donc en fait, je pense que ça dépend des territoires, ça dépend comment c'est fait. Il faut bien sûr le faire en consultation avec la population locale, etc. Mais je pense que ça peut être bien fait et il faut que ce soit varié.
Merci, merci Charlotte. Bon, pour poser une question qui peut être, dont on sait que beaucoup ont en tête et qui peut fâcher un peu, mais il faut quand même la traiter. Martine qui nous demande, est-ce qu'on peut faire confiance à Monsieur Mélenchon, Premier ministre, par rapport à sa position sur l'Europe? Non mais, alors, d'abord c'est vraiment intéressant parce que Monsieur Mélenchon il est quand même engagé par les accords qu'il signe, n'est-ce pas? Et ce que dit l'accord, c'est qu'il est possible de désobéir à des règles lorsqu'elles sont injustes et iniques, et que par contre il est hors de question de remettre en cause le projet européen. Après, Jean-Luc Mélenchon, il fait peur parce qu'il a une histoire. Et notamment dans l'histoire récente, il a effectivement promu le plan B. Il a écrit un pamphlet qui s'appelle Le Hareng de Bismarck, qui laisse peu de doutes sur ses inclinaisons pro-européennes. Mais je rappelle que si on remonte un petit peu plus loin dans le passé, il était aussi un fervent défenseur de Maastricht. Et donc que son analyse de l'Union européenne change. Aujourd'hui, pour y revenir, il est engagé lui aussi par l'accord que son parti a signé. Il est engagé par cette coalition. Il n'y a pas de situation dans laquelle la France insoumise est majoritaire seule à l'Assemblée nationale. Et cet accord NUP, il devrait nous aider à pouvoir atteindre une majorité. On l'espère, on y travaille, mais la France insoumise ne sera pas majoritaire seule. Et dans les membres de la coalition, et plus encore chez Europe Écologie Les Verts, chez Europe Écologie Les Verts, il y a des élus qui se battront effectivement pour faire vivre le projet européen. Et dans ce sens-là, et j'imagine quand même que les Français qui habitent en Europe sont quand même plus attachés peut-être encore que les autres au projet européen. Moi, je n'ai pas de doute y compris dans cette gauche écologiste, humaniste, progressiste, il y a un très très fort attachement à la construction européenne et aussi quelque part le savoir rationnel qu'on ne pourra pas réussir à mener les transformations économiques, sociales, environnementales qu'on veut mener sans les mener de concert, en coordination avec nos partenaires et nos voisins européens. Donc voilà, pour moi, faut pas tellement avoir peur de ça. Et Vincent, je me permets de prendre une autre question qui était dans le Q&R en même temps, sur le rôle que jouent 3 pays en particulier dans le système économique de l'Union européenne. Et effectivement, on a un souci. Avec l'Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg et leur interprétation à géométrie variable de ce qu'est la justice fiscale au sein de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'on pourrait les classer dans la liste des paradis fiscaux? Peut-être pas tous, en tout cas à des degrés divers, mais on doit absolument mener la bataille pour que ces pays entrent dans un système de coopération. Et je rappelle que Joe Biden, Charlotte Marviel a parlé tout à l'heure de l'accord sur la fiscalité des multinationales et des bénéfices qu'elles réalisent à l'étranger. Joe Biden avait été mieux-disant par rapport à la proposition européenne, la proposition notamment portée par Bruno Le Maire, ministre français, mais notamment du fait d'une fiscalité très avantageuse qui était mise en œuvre dans les 3 pays qui sont cités ici, sur lesquels on est questionné. Donc en fait, on ne peut pas dire... c'est la même question que cette question et cette inquiétude sur la désobéissance au regard de la stratégie française. On ne peut pas dire à la Hongrie et à la Pologne, vous devez respecter toutes les règles de l'Union, si soi-même on est en contradiction, et a fortiori quand ces règles sont justement justes et qu'on les bafoue pour mettre en place des règles injustes. On ne peut pas se permettre de dire vous devez respecter les règles quand nous on les respecte pas. Donc oui, il y a un bras de fer à engager avec ces 3 pays qui sur certains aspects mènent des politiques qui sont aussi progressistes, donc il y a du bon et à manger et à boire dans les politiques nationales qui sont menées, mais il y a vraiment besoin de redresser la barre ici, et que effectivement tout le monde joue le jeu de la solidarité entre les États et au sein de chaque État membre. L'Europe, c'est aussi évidemment des échanges, c'est aussi la libre circulation des personnes, des biens et des services, plus particulièrement des transports, bien sûr. Et j'aimerais poser cette question qui nous vient d'Élise, notamment sur les liens entre la France et le Royaume-Uni. Est-ce que, Charlotte, tu as
plus particulièrement des projets sur l'accès au transport, des transports plus écolos, mais aussi sur l'Eurostar en particulier, dont les prix sont très élevés. Et c'est vrai que c'est un petit peu rédhibitoire. En tout cas, c'est difficile de pouvoir profiter de l'Eurostar au maximum quand on est au Royaume-Uni et qu'on veut rentrer en France. Voilà. Et cet arbitrage où souvent, où des vols finalement, où l'avion est moins cher que le train, c'est vrai pour l'Eurostar, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres endroits. Ouais. Bien sûr, non, c'est la question des transports, ça me tient beaucoup à cœur, et c'est vrai que je pense que nous, on est vraiment pour favoriser le développement, l'extension et l'accessibilité du transport ferroviaire en particulier, qui émet pour l'Eurostar, enfin pour tout le transport ferroviaire, 10 fois moins de CO2 par passager que le secteur aérien. Donc vraiment, c'est un secteur qu'on veut vraiment favoriser. Alors bien sûr, les coûts sont élevés, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on aimerait bien proposer qui est un tarif jeune pour l'Eurostar. Donc, ça pourrait quand même réduire les coûts des billets pour les moins de 26 ans, par exemple. On aimerait bien aussi qu'il y ait un tarif senior. Et d'ailleurs, le fait que l'Eurostar et le Thalys maintenant vont fusionner, il y a un tarif senior au Thalys, il y a un tarif jeune pour le Thalys, et donc on pourrait essayer d'insister. Et je pense que c'est ça. Bien sûr, je veux pas dire que en un claquement de doigts, en tant que député des Français de l'étranger en Europe du Nord, on peut le faire, mais c'est clairement, ça fait partie du rôle de député de cette circonscription de dire qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer d'inciter Eurostar à faire ça? Une petite proposition sur l'Eurostar qui me tient à cœur, c'est que chez ELV, bien sûr, on aime bien les animaux, on aimerait bien qu'on puisse aussi prendre nos animaux dans l'Eurostar. Mais tu parlais de l'avion et du fait que le coût des billets d'avion, sont parfois moins cher que le train. On aimerait bien qu'il y ait vraiment le vrai coût environnemental des billets d'avion qui soit reflété et qu'il y ait une meilleure taxation au niveau des billets d'avion pour vraiment refléter ce coût environnemental. Merci. On va tout doucement s'orienter vers la conclusion de ce webinaire. Peut-être il y a peut-être une dernière question que vous voulez prendre l'une et l'autre avant de se dire au revoir pour cette journée de l'Europe. En vrac, il y a une question sur la taxe GAFA, il y a une question sur ce qu'on pense un petit peu du Shift Project ici. D'ailleurs, je vois que celle sur le Shift, elle revient 2 fois, donc à la limite, peut-être celle-ci pour terminer. C'est un long sujet qui, à mon avis, va prendre plus que 2 minutes, Michael. Ok. Non, alors, on s'était dit 1 heure. De toute manière, c'est peut-être l'occasion aussi, comme pour le coup, c'est des questions qui dépassent un petit peu le cadre qu'on s'était fixé pour aujourd'hui, qui est quand même celui de célébrer l'Europe et de parler de l'Europe pour cette journée de anniversaire, de la déclaration de Schuman qui a posé les premiers jalons de l'Union européenne. Je propose donc de garder ces questions pour un autre webinaire. Il y en aura d'autres, que ce soit en physique ou d'ailleurs sur Zoom. N'hésitez pas à suivre la campagne de Charlotte Mainvielle qui sera votre représentante à l'Assemblée nationale. On fait tout pour, on l'espère, et j'espère que cette soirée vous aura convaincu. Si ce n'est pas le cas, il y en aura d'autres. Voilà, donc continuez à suivre la campagne de Charlotte. Et merci également à Marie Toussaint pour sa présence et son soutien ce soir et cet éclairage européen essentiel, mais pas que sur l'Europe d'ailleurs. Et je vous encourage aussi à aller suivre l'action de Marie au Parlement européen qui, encore une fois, mérite le détour. Peut-être un grand dernier merci, mot. Marie. Non, je voudrais dire un grand merci à Marie, et je pense que c'est inspirant de pouvoir voir ce que des représentants écologistes peuvent faire au sein du Parlement européen, et on espère de pouvoir porter les mêmes sujets en nombre à l'Assemblée nationale avec plein de députés de gauche avec cette alliance. Ouais, puis à mon tour. Merci encore de votre invitation. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Mais juste le dernier petit mot que je veux vous dire, c'est qu'on n'a jamais assez d'écologistes et de progressistes et d'humanistes et d'union populaire élus
et que voilà, si vous voulez changer la France pour qu'elle se referme et qu'elle exclue, vous savez pour qui vous devez voter, hein, c'est la droite extrême et l'extrême droite. Si vous voulez une Europe qui peut-être se démocratise un petit peu, mais qui reste libérale, destructrice du vivant et qui n'agit pas véritablement pour la défense des droits, vous pouvez voter Emmanuel Macron. Mais si vous voulez une Europe qui agisse et une France qui agisse dans l'Europe pour la transformer, pour qu'elle protège le climat, l'environnement, les droits fondamentaux de toutes et de tous, et bien, dans ce cas, vous n'avez qu'une chose à faire le 12 juin prochain et le 19 aussi, c'est de voter Charlotte Manviel. Et Marie, je le précise, le 5 chez les Français de l'étranger. Oui, c'est vrai, c'est le 5. On est un petit peu en avance. Donc c'est vous, c'est le 5 et le combien? On a quelques avantages, on vote une semaine avant, ouais. On vote une semaine avant. Le 5 est de manière électronique, c'est ça? On peut aussi voter par Internet. On a un vote électronique, ouais. Donc, oui, si vous voulez suivre ma campagne, charlottemanviel.com, n'hésitez pas à nous rejoindre et à très bientôt. Et en attendant, c'est comme ça qu'on fait, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. Merci. À la prochaine, merci à tous. Au revoir.